Donc aujourd'hui, nous allons parler qualité de l'air et pratiques sportives. Alors pour évoquer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir donc l'ATMO Hauts-de-France représentée par Madame Céline Desrosiaux et Monsieur Guillaume Le Carpentier. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Et l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France représentée par Madame Cécile Canès. Donc bonjour également Cécile. Bonjour. Donc bienvenue à vous. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui pour ce webinaire. J'espère que vous allez bien. Donc si vous le souhaitez, peut-être on peut peut-être commencer par une présentation, vous présenter en quelques mots, et puis après je vous propose de vous laisser la main et puis de commencer ce webinaire, si vous le voulez bien. C'est moi qui commence. Okay. Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Guillaume Le Carpentier, je suis responsable d'ERECA, c'est le laboratoire d'innovation d'ATMO Hauts-de-France. Donc c'est le laboratoire d'innovation pour la qualité de l'air. Donc on cherche dans ce laboratoire-là à mettre en avant toutes les innovations technologiques ou sociales qui ont un effet favorable à la qualité de l'air. Donc que ce soit de la métrologie ou de l'innovation sociale, comme travailler avec les centres sociaux ou d'autres types de publics. Tout ça pour favoriser l'adoption de bons gestes en faveur de la qualité. Voilà. Je poursuis pour ATMO. Céline Desrosiaux, donc je suis responsable du service communication et système d'information, et une des missions de ce service, c'est d'informer la population des Hauts-de-France sur la qualité de l'air de la région et de sensibiliser sur les actions qui peuvent être mises en place en sa faveur. Ouais, donc je termine. Donc Cécile Canès, donc de l'Agence régionale de santé Hauts-de-France. Donc moi, je suis ingénieure au sein de l'agence et je suis particulièrement en charge du suivi de la thématique de la qualité de l'air intérieur-extérieur. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous présenter le lien air et santé. Ok, très bien, merci à vous. Je crois que vous avez préparé un petit quiz pour commencer ce webinaire. Alors, si je ne me trompe pas, le lien est dans le chat. Oui, c'est ça. Alors, j'espère que tout le monde le voit, sinon on renvoie. Il n'y a vraiment pas de problème. Alors, pour information, le chat, en fait, est disponible en cliquant sur la petite bulle que vous avez en bas de votre écran, normalement. Et donc, du coup, il y a un lien qui est partagé. Je vous invite du coup à cliquer dessus pour accéder au klaxon. Raté. Alors, effectivement, vous allez voir, c'est assez rapide. Hein. C'est 3 questions pour se challenger avant de démarrer. Petite prise de température. Et il n'y a pas de problème sur les réponses, parce que l'objectif, c'est de revoir ça ensemble après tout au long de ce webinaire. Donc, vraiment, n'ayez pas de soucis. L'objectif, c'est vraiment de voir où nous en sommes. Alors, Guillaume, on va peut-être lancer le klaxon. J'espère que tout le monde arrive à se connecter. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous avez accès à... Oui, de notre côté, nous, ça fonctionne. Vous voyez un ballon? Oui. Oui. Alors, on vous laisse avancer sur les questions et puis après, on fait un petit point ensemble. Alors. Il y a 3 questions. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le... Oui, c'est bon, oui. Ça y est. Alors, selon vous, combien de litres d'air respire chaque personne par jour en moyenne? 150, 1500 ou 15 000 litres? Au niveau des résultats, qu'est-ce qui est ressorti, Guillaume? On sait? Alors, je ne sais pas le nom. Alors, sans suspense, allez, on y va. En moyenne, par personne, on respire 15 000 litres d'air en moyenne par jour. La réponse, voilà, suivante, la question suivante. Depuis 10 ans, selon vous, la qualité de l'air en Hauts-de-France s'améliore globalement, se dégrade globalement ou reste la même? Eh bien, en réalité, la qualité de l'air en Hauts-de-France, depuis une dizaine d'années, tend à s'améliorer. Alors, on verra un peu plus dans le détail que ce n'est pas le cas pour tous les polluants,
Donc, d'où le terme globalement. Et pour la dernière question, est-ce que selon vous, les polluants sont principalement rejetés dans l'air par des sources naturelles, le chauffage, les activités agricoles, les transports ou les activités industrielles? Eh bien, en réalité, c'est l'ensemble de ces réponses. Voilà. Donc, c'était une question à choix multiples, puisqu'on verra également que vraiment les polluants atmosphériques peuvent avoir différentes origines, que ce soit lié aux activités humaines que d'origine naturelle. Voilà, petite entrée en matière, on se met tranquillement dans le sujet et puis on va pouvoir commencer peut-être à échanger avec vous, voilà, plus précisément sur les interactions entre le sport, la qualité de l'air et la santé. On vous propose de démarrer. Je le remets. Si vous avez des commentaires à faire sur ce petit quiz, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que ça vous paraît logique ou pas? N'hésitez pas, hein, le but c'est aussi qu'on interagisse tout au long de cette heure qu'on va passer ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas à commenter, à prendre la parole et pas uniquement par écrit parce que voilà, plus on interagira et plus ce sera aussi sympathique dans l'échange. C'est bon, du coup, on voit bien l'écran. Super. Voilà. Très bien. Bon, apparemment, on n'a pas de commentaires. Alors, on va peut-être démarrer. Allez, c'est parti. Cécile, à toi de jouer. Ça, c'est l'intro. Alors, petite intro. On vient de se challenger en 3 questions. On va vous parler du sport et de la santé. On va vous parler de la qualité de l'air de la région de France et comment finalement prendre en compte cette thématique dans la pratique sportive. Et puis, bien sûr, on garde un moment privilégié pour répondre à vos questions, pour échanger avec vous sur voilà, tout ce que ça vous inspire, tout ce qu'on aura pu voir ensemble en termes d'informations, mais aussi les questions que vous pouvez vous poser. C'est parti. Alors, comme on vient de vous le dire, effectivement, un adulte, chaque jour, ça inhale entre 10 000 et 20 000 litres d'air, en fait, en fonction de sa morphologie et de ses activités. Et là, assis tranquillement à nous écouter, vous inhalez 6 litres d'air environ par minute. Vous commencez à bouger, ça passe à 15 litres. Et vous faites une course d'endurance, voilà, vous commencez à faire un peu d'hyperventilation et vous pouvez monter jusqu'à 100, voire 100 litres par minute. Il faut savoir que effectivement, cet air, il n'est pas pur. Hein. Outre l'oxygène et le diazote qui représentent en moyenne 99% de sa composition, ça contient des polluants qui sont d'origine naturelle ou qui résultent d'activités humaines. Mais ça, vous le verrez ensuite. Donc, ces polluants, ça peut nous affecter par la voie respiratoire, forcément, c'est le principal point d'entrée de l'air et donc des polluants. Aussi par voie digestive, parce que ça peut contaminer l'air, ça peut contaminer notre alimentation par l'air, et par voie cutanée, même si ça reste très marginal. Et leurs effets, ça va dépendre de leur composition chimique, de leur taille, bien évidemment, mais aussi de nos caractéristiques, c'est-à-dire de notre âge, notre sexe, nos modes de vie, est-ce qu'on est actif, sédentaire, est-ce qu'on a des habitudes de tabagisme ou pas, et de notre état de santé, si on a, je ne sais pas moi, des allergies ou des pathologies chroniques. Mais ça va également dépendre du degré d'exposition et de la dose inhalée. Alors, la pénétration de ces polluants, donc ça a des conséquences sur la santé, et on en a donc à court terme, c'est ce qu'on appelle une exposition aiguë, donc de quelques heures à quelques jours. Et on a l'exposition qu'on appelle chronique, c'est-à-dire celle sur le long terme, une exposition vraiment de plusieurs années. Et c'est l'exposition chronique à la pollution de l'air qui conduit aux effets qui ont le plus d'impact sur notre santé. Alors, on vous a mis là un petit schéma qui représente voilà, un homme et les différents effets qu'ont ces polluants sur la santé. Alors, ça va aller effectivement des irritations oculaires quand on a un pic de pollution à l'ozone ou alors une surcharge en pollen et qu'on y est plus ou moins sensible. On peut avoir des irritations du nez, une toux, quelques problèmes respiratoires qui vont être dus aux polluants qui sont présents. Ce sont des effets qui peuvent paraître très simples, mais qui peuvent vraiment entacher votre quotidien. Et surtout, c'est qu'à long terme, on peut avoir des difficultés respiratoires qui vont devenir des crises d'asthme, des infections respiratoires, des pathologies qui vont devenir un peu plus chroniques ou qui vont s'aggraver en fait au contact de ces pollutions. Et en fait, les polluants qui représentent vraiment
les plus fortes préoccupations en termes de santé, ce sont les particules fines. Alors, ces particules, il faut savoir qu'en dimension, c'est plus petit que le diamètre d'un cheveu. Et là, vous voyez donc sur le schéma qu'en fonction de leur taille, la pénétration dans l'organisme est beaucoup plus profonde. Donc, plus elles sont petites, et finalement, plus elles ont un impact sur la santé, plus elles sont dangereuses. Et à l'heure actuelle, en fait, ces particules, elles sont classées cancérigènes pour l'homme. Elles peuvent provoquer diverses pathologies, donc pathologies cardiovasculaires, respiratoires, après plusieurs années d'exposition aux particules et même à des faibles niveaux de concentration. Et il y a d'autres effets qui sont de plus en plus mis en évidence. Il y a des effets possibles sur la reproduction, il y a des risques de naissance prématurée, des atteintes au développement neurologique de l'enfant et même de la démence chez les personnes âgées. Donc on voit bien cette toxicité, elle provient à la fois de leur composition et de leur taille. Quand on parle effet sur la santé, on sait qu'il y a différentes catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont dites vulnérables. Donc, vous trouvez la liste ici, donc les femmes enceintes, les nourrissons, les jeunes enfants. Quand on dit jeunes enfants, c'est jusque 6 ans. Les personnes de plus de 65 ans et les personnes qui souffrent déjà de pathologies cardiovasculaires ou qui ont des insuffisances cardiaques et respiratoires. Également les personnes asthmatiques. Et on a les catégories de personnes dites sensibles. Alors, ce sont des personnes qui, lors des pics de pollution, vont se reconnaître sensibles ou dont les symptômes apparaissent lors des pics. Par exemple, des personnes diabétiques, des personnes immunodéprimées ou qui souffrent d'affections respiratoires, neurologiques ou cardiaques. Alors, pourquoi ces personnes sont plus vulnérables? Tout simplement parce qu'elles ont un système immunitaire qui va être plus faible ou un système respiratoire qui n'est pas encore suffisamment développé pour les enfants ou une sensibilité qui est accrue par leur mode de vie également. Alors là, je vous ai remis un petit schéma effectivement sur les enfants, parce que pourquoi les enfants? Alors les enfants, en comparaison à leur taille, leur volume pulmonaire, il est beaucoup plus élevé que chez l'adulte, parce qu'ils ont un processus de croissance qui augmente et ils absorbent 2 fois plus de polluants. Ils respirent beaucoup par la bouche, donc il y a moins de filtration nasale et ils ont un métabolisme qui est rapide. Donc c'est vraiment une catégorie de personnes beaucoup plus à risque face à la pollution de l'air, à la pollution, pic de pollution, mais aussi à la pollution de l'air chronique. Alors, on se dit, effectivement, l'air est pollué, mais est-ce que je fais quand même bien de poursuivre mes activités sportives, même si, alors que ce soit en pic ou hors pic de pollution? Évidemment, c'est plus à démontrer. Le sport, ça procure un sentiment de bien-être général et les bénéfices pour la santé, voilà, ils sont prouvés. La pratique régulière d'une activité physique ou sportive, même si elle est modérée, c'est un facteur majeur de prévention des pathologies chroniques, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, ça prévient l'ostéoporose, ça permet aussi une croissance harmonieuse des enfants et des adolescents, ça améliore la santé mentale et aussi, forcément, ça réduit le risque de surpoids chez l'adulte et l'enfant. Donc, effectivement, on peut continuer à faire du sport, mais il faut respecter certaines bonnes pratiques que l'on verra un peu plus tard. Alors, on a des effets néfastes à la pollution forcément parce que dès que j'augmente mon activité physique, j'augmente aussi mon inhalation, la quantité d'air que je vais absorber. Mais si je prends les bonnes mesures, s'il y a une pollution, je ne renonce pas à bouger, je m'adapte. Si je suis malade, d'une maladie chronique, si je suis allergique, asthmatique, la première chose à faire, c'est de consulter son médecin. Parce qu'en fait, le médecin, il va indiquer quel sport et dans quel cadre on peut le faire. Je vous ai remis juste un petit schéma qui différencie finalement le type d'activité. Une activité faible, modérée ou élevée, n'engendrera pas les mêmes effets sur la personne qui est malade. Donc voilà, j'adapte mon comportement, je choisis le moment où la qualité de l'air est la meilleure pour bouger et surtout, je respecte bien le traitement médical qui est prescrit par mon médecin. Ce qui est bien, c'est que tu cites des exemples pour chaque niveau d'intensité qui permet de se repérer en fait par rapport à la pratique. C'est ça, tout à fait, qu'on a quotidiennement ou en club, ou voilà, on n'est pas tous adhérents finalement. Il y a des personnes qui pratiquent le sport seules et ça permet d'avoir un bon repère pour se situer. Alors, on parle beaucoup de l'air extérieur, mais on fait beaucoup de sport à l'intérieur. Et il faut savoir que l'air intérieur, ça peut être bien plus pollué que l'air extérieur, puisque la pollution qui est émise dans ces lieux,
il y a forcément de la peinture, des matériels sportifs, les sols, et ça va s'ajouter aux polluants qui viennent de l'extérieur. Et c'est pour ça que ces locaux doivent être régulièrement ventilés. C'est vraiment la meilleure pratique à avoir pour ne pas s'exposer trop fortement aux polluants de l'air intérieur. Et petit aparté, mais pour 2023, les établissements d'activité physique et sportive devront faire l'objet d'une surveillance de la qualité de l'air intérieur et d'un plan d'action qui découle de cette surveillance. Pour finir, on va parler de quelques conseils pratiques, parce que voilà, il y a des choses qui reviennent assez souvent, notamment les masques anti-pollution. Alors, est-ce que c'est un bon moyen pour se protéger ? Alors, on a tendance à dire pas forcément, parce que alors, ces masques, leur efficacité, elle est prouvée en laboratoire, mais elle n'est pas forcément dans la réalité, parce qu'ils ne sont pas toujours adaptés à la morphologie des personnes, et ne sont pas non plus forcément bien portés. Ils sont conçus pour se protéger des particules, mais pas forcément des autres polluants. Donc, ce n'est pas recommandé de les porter, parce qu'il n'y a pas de bénéfice concret qui a pu être démontré en l'état actuel des connaissances. Si je pratique en salle, voilà, c'est ce qu'on disait. On veille à ce que les lieux soient régulièrement aérés. Parfois, pour préserver la santé des sportifs, on peut reporter certaines compétitions en cas vraiment de forte pollution. Il y a 3 choses à savoir quand on a envie de bouger. C'est quand. Alors effectivement, plutôt le matin, avant que le trafic s'intensifie. On évite les heures de pointe. Au beau jour, on évite les heures les plus chaudes de la journée parce que c'est là où on a des concentrations d'ozone qui sont les plus élevées. On privilégie les trajets forcément à l'écart des sources de pollution, donc les grands axes de circulation, les rues qui sont étroites avec des immeubles hauts. Alors c'est très urbain en fait, mais on va préférer les parcs, les espaces qui sont vraiment bien ventilés. Pareil, on va éviter d'aller courir pendant qu'il y a un épandage qui est fait au sein d'un champ. Ça semble du bon sens, mais on n'y pense pas toujours. Et forcément, aujourd'hui, demain, après-demain, il y a un indice de la qualité de l'air qui est prévu. Et ça, sur le site d'Atmo, vous pouvez vous y référer pour anticiper un peu à l'avance votre pratique sportive. Et s'il y a un épisode de pollution, il y a une communication qui est effectuée. Il y a des recommandations sanitaires aussi qui sont diffusées. Et on essaye, en fonction de ce profil, de s'adapter pour préserver sa santé. Et c'est vrai que parfois, quand on est en épisode de pollution et qu'on circule dans l'île, on voit des sportifs qui ont tendance ici à Lille à rejoindre le parc de la Citadelle en longeant les grands boulevards. Et c'est vrai que c'est pas forcément très heureux comme choix. C'est ça. Donc, si on peut aider en informant à choisir le bon itinéraire, voilà, ça permet de combiner pratique sportive et éviter de s'exposer à des polluants atmosphériques. Merci Cécile. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade avant qu'on passe au chapitre suivant sur l'état de la qualité de l'air dans la région. Est-ce que par rapport à ce que Cécile vient de présenter, vous avez des remarques, des questions déjà ? Moi, j'ai juste une petite remarque. Ce serait pas mal, je pense, de pouvoir partager le lien vers le site de l'ADMO, justement, pour pouvoir s'abonner, notamment à recevoir la newsletter. Parce que j'imagine que les personnes qui sont parmi nous ne connaissent peut-être pas le site de l'ADMO et du coup, ça pourrait être l'occasion. Comment est-ce possible? Non, mais bien sûr. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va le retrouver le lien à la fin de la présentation. D'accord. Okay. Mais sinon, vous allez sur ADMO de France et vous allez retrouver le lien direct vers le site internet. Sinon, c'est atmo-hdf.fr. Voilà, et vous avez possibilité de vous abonner à différents services, mais on en reparle juste après. Okay. Super. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, commentaires, questions? Allez-y, c'est le moment. Oui, n'hésitez pas. Puis il y a le chat pour les plus timides. N'hésitez pas à nous écrire dans le chat, on réagira directement. Alors, n'hésitez pas à nous dire parce qu'ici, on ne voit pas forcément les questions. Donc, si y a des... Non, mais voilà, justement, on les lira, on en fera une lecture. S'il y a une question, il n'y a pas de problème. Super. C'est un travail d'équipe. Mais oui. Bon, écoutez, s'il y a d'autres questions qui arrivent au fur et à mesure, vous n'hésitez pas à les poser. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne pour vous présenter un petit peu comment se situe l'air ici en Hauts-de-France. Juste un petit rappel au préalable. De quoi on parle quand on parle de pollution de l'air? Cécile a déjà amorcé un certain nombre de réponses. À la base, l'air pur, c'est composé, j'allais dire, en majorité de diazote,
le quart restant de dioxygène et il y a une petite part très infime de ce qu'on appelle les gaz rares. Alors on retrouve du dioxyde de carbone, des gaz rares, de la vapeur d'eau et des particules. La pollution, c'est dès lors qu'on déséquilibre cette composition naturelle de l'air. Donc soit en introduisant des nouvelles substances qui ne sont pas naturellement présentes, soit en modifiant cet équilibre, en augmentant la part des uns plutôt que des autres. Voilà, donc ça, globalement, quand on parle de pollution de l'air, c'est l'intégration de nouvelles substances ou ce déséquilibre naturel. On entend souvent des verbatims, j'habite à la campagne et donc la pollution de l'air, c'est plutôt un problème urbain. Moi, à la campagne, je ne suis pas vraiment concernée. Où j'habite à la mer, l'air y est plus pur. Quand je suis chez moi, je suis protégée contre la pollution. Donc, on a bien vu dans ce qu'a dit Cécile que ce n'est pas forcément vrai. Quand j'habite à la campagne, je suis moi aussi exposée à des pollutions, d'autres formes de pollution. Ce n'est pas essentiellement les mêmes polluants qu'en milieu urbain. Néanmoins, on peut avoir des concentrations en polluants, parfois même plus importants l'été quand on parle de l'ozone, donc en zone rurale, qu'en milieu urbain. On peut avoir en proximité de la mer aussi, par moment, des phénomènes de brise qui ramènent dans les terres des polluants qui étaient partis vers le large. Donc ces jours-là, on peut avoir aussi des pollutions un petit peu plus fortes sur les littoraux. Et puis chez moi, comme disait Cécile, oui, on peut avoir une qualité de l'air qui parfois est beaucoup plus dégradée encore qu'en extérieur, surtout quand on n'a pas aéré depuis quelque temps, ou alors quand on a le cumul à la fois des polluants qui sont produits en intérieur, soit par les revêtements, soit par le mobilier, soit par les activités qu'on pratique chez soi, et on vient aussi combiner ou amener la pollution de l'air extérieur. Donc voilà, tout ça fait qu'à un moment donné, on peut aussi chez soi être exposé à la pollution. Et d'où viennent tous ces polluants? Donc, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans le challenge en 3 questions. C'est qu'on est aussi bien sur des sources qui sont liées aux activités humaines et on peut aussi retrouver des sources naturelles. Alors, dans les activités humaines, on se le disait, ce sont les transports, le chauffage, les moyens de chauffage et également les activités économiques, qu'elles soient industrielles ou agricoles. Et donc, on voit que ça renvoie aussi bien à des comportements collectifs, mais aussi à des comportements individuels, la manière dont on va se déplacer, la manière dont on va se chauffer. Et donc, ça nous interroge aussi sur notre responsabilité et sur nos moyens d'action, nous, en tant qu'individus. Et puis, les sources naturelles. On peut retrouver, alors c'est pas chez nous, mais dans certaines régions, et on a le cas actuellement, aux îles Canaries, avec les éruptions volcaniques, qui rejettent dans l'air des polluants. On peut avoir aussi des incendies de forêt qui sont à l'origine de pollution. Et puis, on peut là aussi, de par nos activités, mais parce qu'on pense que c'est naturel, on peut émettre des polluants dans l'air quand on brûle nos déchets verts dans les jardins. Pratique qui, je le rappelle, est interdite. Mais on pense que comme on brûle des éléments naturels, ça n'a pas d'impact sur la qualité de l'air. Or, on sait que si, et cet impact est loin d'être négligeable. À titre d'exemple, si on brûle 50 kg de déchets verts dans son jardin, c'est l'équivalent de 10 à 15 000 km parcourus en voiture. Donc, vous voyez qu'on peut faire des allers-retours à la déchetterie pour les apporter avec cette estimation. En prenant l'exemple maintenant des particules. Alors, les PM10, c'est quoi? C'est des particules de diamètre inférieur à 10 micromètres. Cécile les montrait tout à l'heure. Plus ces particules sont fines et plus elles vont aller se loger profondément dans nos voies respiratoires. Donc, cet exemple des particules PM10, on quantifie en fait la répartition des émissions, c'est-à-dire quel secteur d'activité est à l'origine des émissions dans l'air de ces particules. Et l'exemple du département du Pas-de-Calais. Et on voit que pratiquement 30% sont liés au résidentiel tertiaire, donc voilà, en résumé à notre chauffage, entre autres. On a également 33% liés aux activités agricoles. On a un petit 15% liés aux activités industrielles et pratiquement 17% liés à nos modes de transport. Donc, on voit bien la co-responsabilité de ces différents secteurs d'activité, là aussi qui renvoie à nos comportements individuels et collectifs.
et on verra ensuite comment on peut agir. Comment ça évolue maintenant depuis 10 ans en région? Ça aussi, c'était une des questions du challenge en 3 questions. Globalement, ça va de mieux en mieux. On a des concentrations de certains polluants qui sont en diminution. Donc, vous avez l'exemple ici sur la droite pour les particules PM10 dont on vient de parler. Les particules PM2,5, elles sont encore plus fines. Leur diamètre est inférieur à 2,5 micromètres. Donc là aussi, elles sont en nette diminution. Et le dioxyde d'azote, c'est plutôt un polluant traceur du trafic routier. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque les concentrations ont diminué de moitié entre 2010 et 2020. Par contre, vous voyez un polluant qui, lui, est en augmentation, c'est l'ozone. Et l'ozone, en fait, c'est un polluant qui va se former à partir d'autres polluants dans l'atmosphère sous l'effet du rayonnement solaire. Donc, c'est plutôt un polluant qu'on va retrouver l'été. Et comme je le disais tout à l'heure, parfois on retrouve des concentrations plus importantes en zone rurale qu'en zone urbaine. Ça dépend les moments. Donc voilà. Et ce constat-là de cette augmentation en fait de l'ozone en région Hauts-de-France s'observe également au niveau national. Ce n'est pas une spécificité de la région, mais néanmoins c'est quand même un polluant qui retient notre attention puisque en augmentation. On disait tout à l'heure, et merci pour l'introduction, puisque comment on connaît la qualité de l'air? Donc, il y a différents moyens pour être informé en direct. Et donc, là encore, l'objectif, c'est de pouvoir adapter votre pratique sportive en étant directement et instantanément informé. Donc, vous avez possibilité de vous connecter au site internet, donc www.atmo-hdf.fr. Vous pouvez également accéder en direct aux mesures et à l'indice de la qualité de l'air qui est calculé chaque jour, donc à l'échelle de votre commune. Donc, vous pouvez au plus près de chez vous connaître la qualité de l'air à laquelle vous risquez d'être exposé. Donc, heureusement, la plupart du temps, elle est bonne, mais il peut arriver certains jours qu'elle se dégrade, voire qu'elle soit mauvaise, et même certains jours très mauvaise. Vous pouvez être alerté également lors des épisodes de pollution. Donc, il y a des services d'information directement par mail. Vous pouvez connaître l'état de l'air et savoir si oui ou non nous sommes en épisode de pollution dans la région ou dans certains départements. Vous pouvez également être informé sur les risques d'allergie au pollen, puisque de plus en plus de personnes sont allergiques. Et là encore, c'est bien de pouvoir avoir cette information pour adapter la pratique et ses activités de manière générale, mais également la pratique des activités sportives. Et puis, on a également des partenariats avec les médias, avec des afficheurs urbains, pour permettre, là encore, une information au plus près des habitants de la région, en direct, et là encore, pour aider la pratique des activités. Vous avez ici l'exemple de ce que vous pouvez retrouver sur le site internet d'Atmo, avec des cartes d'exposition, donc, et qui tendent de plus en plus à... là aussi, à être à fine échelle, c'est-à-dire au plus près de chez vous. Vous pouvez zoomer à l'échelle de votre quartier. Et puis, de plus en plus, on travaille sur une information instantanée puisqu'on va sortir dans quelques temps une information horaire. Vous pourrez connaître heure par heure les prévisions de la qualité de l'air et de fait, après, adapter votre activité et reporter certaines activités si besoin en fonction de l'évolution de la qualité de l'air. Pardon ? Une prévision à 3 heures. Avec une prévision à 3 heures, comme le fait remarquer mon collègue. Il y a une petite question d'Agnès sur l'augmentation de l'ozone. Est-elle constatée au niveau mondial? Si oui, au même niveau que l'augmentation régionale? Alors, au niveau mondial, il y a des problématiques très différentes d'un pays à un autre. Je dirais qu'en France, on a une qualité d'air qui tend à s'améliorer avec des problématiques qui sont très spécifiques d'une région à une autre. Je disais tout à l'heure que l'ozone, c'est un polluant qui va se former à partir d'autres polluants sous l'effet du rayonnement solaire. Donc, on peut considérer que dans les Hauts-de-France, on est exposé, on voit les augmentations, mais nos collègues des régions sud et les habitants de ces régions sont davantage encore exposés que nous. Donc, c'est vraiment un polluant en augmentation qui s'observe partout en France. Donc, ça, c'est vraiment un constat national. Sur les autres polluants, comme je disais tout à l'heure, on est plutôt sur des améliorations
C'est pas le cas dans tous les pays. La problématique des particules qui reste une problématique chez nous, puisqu'on a encore des épisodes de pollution aux particules certains jours de l'année. Donc, tout n'est pas enrayé et on doit continuer à maintenir les efforts pour réduire les polluants et les rejets de polluants dans l'atmosphère. Mais dans certains autres pays, ces polluants-là restent davantage encore problématiques. Ce qui est particulier, c'est qu'on a moins de pics de pollution à l'ozone qu'avant, mais on a des concentrations moyennes plus élevées. C'est-à-dire que, voilà, il y a quelques années encore, on déclenchait assez souvent des pics l'été, et c'est beaucoup moins le cas, mais on a de l'ozone qui est en niveau de fond plus élevé. Donc on revient à de l'exposition plutôt chronique que aiguë, et avec des effets au moins aussi importants, voire plus que sur l'exposition chronique aiguë. Et c'est vrai que l'attention est souvent mise et l'information est souvent plus accentuée quand on est en épisode de pollution, parce que et à juste titre, parce que comme le disait Cécile, il y a des personnes qui sont sensibles et qui peuvent ressentir assez rapidement des gènes, mais néanmoins, l'exposition au fil du temps, certes à des concentrations moins importantes, mais sur des durées plus longues, vient vraiment interpeller d'un point de vue sanitaire. C'est vraiment... quand on parle d'exposition, d'information, c'est vraiment tout au long de l'année pour ajuster les pratiques, les activités en fonction de ça. Alors ici, vous avez l'exemple d'autres outils. Oui. J'avais une autre question. Bon, aucun rapport avec l'ozone, c'est pas une question subsidiaire, mais c'est plus par rapport aux allergies, au pollen notamment. Comment on s'explique l'augmentation du taux d'allergique au pollen ces dernières années? Est-ce qu'il y a une explication par rapport je sais pas, au nombre de polluants, au taux de polluants dans l'air, ou je sais pas du tout? Un effet combinatoire. On sait qu'il y a un effet combiné en fait des polluants qui sont présents dans l'air et des pollens, c'est-à-dire qu'il va y avoir un effet de certains polluants sur les grains de pollen, ça peut les modifier, et de fait, ils peuvent pénétrer différemment ou plus profondément dans l'organisme et déclencher effectivement des réactions allergiques là où les gens n'avaient pas cette sensation auparavant. Ça peut être une partie de l'explication, et il y a un effet cumulatif aussi des pollens et des polluants. Donc, je pense que ces deux aspects-là font qu'il y a plus de gens qui se considèrent comme sensibles, alors peut-être pas en étant complètement allergiques, mais qui peuvent ressentir des gènes en période pollinique assez élevée, quoi. Une autre conséquence, c'est le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on constate avec le réchauffement des espèces qui n'étaient pas présentes avant dans la région qui remontent en fait du sud, et pour d'autres espèces des fréquences plus élevées de pollinisation, c'est-à-dire comme il fait plus chaud, la plante va avoir plusieurs fois un cycle d'émission de pollen, et donc on va augmenter le nombre de pollen, la fréquence de pollen, et donc forcément les crises qui vont avec. Merci. L'objectif aussi, et c'est tout l'enjeu aussi, aujourd'hui, c'est important qu'on puisse échanger, parce que c'est comment est-ce qu'on vous aide dans cette information pour vous, en tant que sportif, mais aussi comment, si vous êtes entraîneur, si vous gérez des clubs sportifs, si vous êtes au contact d'autres sportifs, comment vous pouvez relayer cette information et la partager de manière à ce que chacun limite son exposition. Donc, c'est un exemple, c'est un exemple ici d'outils d'information qui peuvent être au service des sportifs, avec des posters qui peuvent être apposés sur les lieux d'accueil, sur les lieux d'activité sportive, aussi bien sur les pollens, mais là également, vous aviez quelques exemples de conseils qui peuvent être apportés. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il n'y en a plus dans le chat, en tout cas. Très bien, pas de problème, on pourra y revenir si vous en avez d'autres qui arrivent entre-temps. Aucun problème. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment finalement vous pouvez intégrer ces informations dans vos pratiques sportives et revenir un peu plus précisément sur certains conseils qu'on peut vous apporter et qu'on pourra réévoquer ensemble après. Alors, entre-temps, Guillaume va nous parler de certains projets qui viennent intégrer des données qualité de l'air justement au service
de la pratique sportive, avec des projets qui sont en cours, qui ne sont pas dans les cartons, qui sont en train de se mener avec des partenaires, voilà, pour permettre aux sportifs d'être informés en direct sur l'état de la qualité de l'air et permettre de réguler leur activité sportive. Alors, voilà, merci Céline. L'idée, c'est surtout en fait des projets qui visent à favoriser la mobilité active, c'est-à-dire favoriser l'usage du vélo et donc forcément la pratique sport, enfin l'usage du vélo et même la marche et donc l'activité sportive plutôt que de prendre sa voiture. Donc ça s'adresse aux sportifs, mais aussi à ceux qui, vous verrez, vont au spectacle ou vont au travail en voiture et qui seraient amenés à changer de moyen de transport. Donc j'ai pris l'exemple de 3 projets sur lesquels on travaille. Donc le projet avec Atos qui vise à installer des bornes et faire des pistes cyclables connectées. Decathlon qui a un projet actuellement sur la Melle qui vise à accompagner le changement de mobilité des habitants. Donc, comme je disais, favoriser le passage au vélo. Et l'Aéronef, qui est la salle de spectacle, une salle de spectacle sur l'île, et son projet Aero Easygo. Je vais vous passer quelques exemples de ces projets-là. Voilà, l'idée, ce n'est pas d'aller dans le détail, mais de voir de quelle manière on peut nous accompagner et comment dire, accompagner des projets qui ont la vocation de favoriser les pratiques du vélo, les pratiques sportives. Là, on ne s'adresse pas à des clubs sportifs, mais voilà, indirectement, on favorise l'usage du vélo. Donc là, comme je disais pour Atos, c'est de positionner des bornes autonomes le long des pistes cyclables pour informer l'utilisateur, donc le cycliste ou même le piéton, mais principalement le cycliste, du trafic sur sa piste cyclable, de l'état de sa piste cyclable, si elle est détériorée ou s'il y a des travaux. Ça lui donne des informations sur la météo et, ce qui nous intéresse, c'est des informations sur la qualité de l'air. Donc vous avez sur le dessin en bas un type d'affichage qui pourra apparaître sur ces bornes. Alors elles sont en développement, hein, Atos, et c'est vraiment un projet qui est en cours. Donc ça a donné lieu à beaucoup d'échanges avec les spécialistes de leur côté et les nôtres pour pouvoir récupérer la donnée qu'Atmo fabrique tous les jours. Et donc on s'est dit que le plus intéressant pour un cycliste, plutôt que de parler de particules ou d'ozone ou d'oxyde d'azote, c'était de parler d'indice qualité de l'air, donc une information simplifiée et facile à comprendre quand on est en train de faire un effort. Et donc, on est parti pour utiliser la modélisation fine échelle. Donc, vous avez un exemple de carte, les cartes qu'on diffuse d'ailleurs sur le site internet. Donc, c'est une modélisation de la qualité de l'air sur une maille de 25 mètres par 25 mètres, donc c'est relativement précis. Et donc, dans un premier temps, on va afficher les données journalières sur les bornes. Et comme le disait Céline, dès que la donnée sera disponible, la donnée horaire. Et donc, on aura une vraie variabilité en fonction de l'endroit de la piste cyclable. L'information va vraiment bouger et informer le cycliste. Et donc, on va automatiser tout ça pour que ça puisse être alimenté automatiquement. Et les bornes seront équipées de panneaux solaires pour qu'elles puissent être facilement déplaçables. Donc, voilà, un exemple où on va favoriser la pratique du vélo. Et l'idée, c'est qu'on travaille sur une application qui permettra de tenir compte de la pollution de l'air pour faire son trajet. Donc, un peu comme Waze. Dans Waze, vous imaginez de pouvoir, en plus du temps de trajet et du nombre de kilomètres, pouvoir dire, voilà, moi, je voudrais passer par des zones les moins polluées possibles et ça va vous proposer un trajet qui vous expose moins. Donc ça, ce sont des travaux à venir et qui pourront avoir un impact assez important pour les sportifs notamment. Et puis de réguler l'intensité aussi. On parlait tout à l'heure d'intensité de pratique.
C'est sûr que si le cycliste passe devant un panneau qui lui indique que la qualité de l'air est dégradée, mauvaise, voire très mauvaise, voilà, en gros, il peut lever le pied de la pédale un petit peu pour y aller un petit peu plus doucement. Et puis peut-être sur la suite de son parcours, la qualité de l'air s'améliorerait. Voilà, il peut reprendre une pratique plus intense. Donc voilà un exemple. Decathlon, en fait, c'est un projet qui est plus large, qui va intégrer aussi ces questions dont on vient de parler, mais c'est vraiment pour Decathlon favoriser forcément l'usage du vélo et forcément de ces vélos. Bon, Decathlon, c'est normal, mais c'est une démarche globale qui vise à limiter le nombre de voitures sur les routes, forcément à améliorer la qualité de l'air et aussi améliorer la santé forcément des utilisateurs. Donc ça passe par toute une série d'entretiens qu'on a eu avec Decathlon, avec l'association Droit au vélo, avec des mutuelles, avec la MEL. Donc il y a eu beaucoup de partenaires dans le projet. Et l'idée de départ, c'était d'aider un utilisateur de voiture qui n'aurait pas l'habitude de faire du vélo, à lui indiquer quels sont les bons comportements et comment se servir du vélo, tout simplement, parce qu'il y a souvent ce frein à la crainte, la peur d'utiliser le vélo, et l'aider à choisir le bon itinéraire pour aller de son domicile jusqu'à son travail en sécurité, et de l'accompagner dans ces trajets-là. Et c'est là qu'on est intervenu, Atmo, où on a superposé, comme je vous le montrais ici, vous voyez, les cartes de pollution aux cartes de pistes cyclables, et on a pu adapter le trajet à la main avec un certain nombre de testeurs voilà, pour les faire passer dans des zones où ils étaient moins exposés à la pollution. Et l'idée, c'est d'accompagner ces utilisateurs avec une évaluation des progrès, voir quel type de récompense pourrait les inciter à changer durablement, à rester sur le vélo. Voilà. Et l'étape d'après, ça sera d'aller plus loin au niveau des assurances, quel service de dépannage on propose, tout ça pour accompagner globalement l'usage du vélo. Voilà. Donc après, il y a une petite dessin. Voilà. Donc, bon, après, ça peut être un petit peu long de tout détailler, mais vraiment, l'idée, c'était de partir du constat de l'automobiliste qui est coincé dans les bouchons et de se dire quelle solution, tiens, j'aurais envie de faire du vélo, à quel endroit il pourrait récupérer des témoignages, comment on peut l'aider à prendre la décision, quels sont les différents types d'aides. Voilà. Enfin, l'idée, c'est de montrer étape par étape, de casser tous les freins qui peuvent exister à la pratique du vélo, et que si ça appuie encore, on voit à 2 endroits, là où Atmo est intervenu, c'est effectivement la prise en compte de la pollution atmosphérique dans le trajet en vélo. On a même imaginé équiper les casques ou les vélos de capteurs de pollution pour renseigner le cycliste sur la qualité de l'air qu'il respire. Et puis là, je vois ça a pris. Il y a un reflet. Itinéraire. Voilà, c'est le le même principe, c'est choisir le bon itinéraire pour le vélo. Voilà. Donc voilà, un exemple de suivi et de travail qui pourrait inciter à l'usage du vélo. Et un dernier, l'aéronef, donc qui est une salle de spectacle qui a fait le constat, qui a fait son bilan carbone il y a quelques années et qui a constaté que son principal impact sur l'environnement, c'était le trajet que faisaient les personnes qui venaient au spectacle. Donc, c'est-à-dire de venir en voiture au spectacle, c'est ça qui avait l'impact le plus important, plus que tous les équipements qu'ils pouvaient mettre en place. Et donc, ils se sont dit, c'est pas possible, on peut pas laisser ça comme ça, surtout que l'aéronef est situé près d'une gare, près d'un métro. Enfin, il y a beaucoup de possibilités de venir autrement qu'en voiture individuelle à la salle de spectacle. Et donc, ils ont réfléchi à une plateforme qui s'appelle Aero EasyGo, où ils vont centraliser toute l'offre de transport disponible, et ils vont inciter
ceux qui viennent au spectacle à utiliser leur vélo ou les transports en commun ou faire du covoiturage ou du copiétonnage. C'est-à-dire que la plateforme va leur permettre, va dire, s'ils ont un billet, ils vont dire, ben voilà, moi je viens tel jour au spectacle, je propose de repartir à pied à telle heure. Et toutes les personnes qui sont intéressées s'inscrivent et il y a du covoiturage, donc un groupe de personnes qui repartent en sécurité parce que en groupe, en fait, en sécurité, jusqu'à leur domicile ou à des. Et donc c'est tout l'intérêt de la plateforme. Et nous, on est là pour les aider à leur apporter des arguments supplémentaires sur l'usage du vélo, c'est-à-dire l'impact bénéfique de l'usage du vélo sur la qualité de l'air. Surtout la réduction aussi du nombre de véhicules, et on va les aider à quantifier en fonction du nombre de trajets qui ont été faits en vélo et tout ça, à quantifier l'impact de cette solution-là sur la qualité de l'air, et on va leur apporter des éléments, comme tu disais, des éléments d'information. On va venir à la salle de spectacle et on va leur dire quels sont les bienfaits du vélo sur leur santé et sur la qualité de l'air. Donc voilà un petit peu le type de projet qu'on peut avoir dans le cadre du laboratoire autour de la pratique du sport, du vélo. Alors, c'était un focus très, très vélo, hein, mais il n'empêche que voilà, ça montre concrètement comment les données de la qualité de l'air sont au service des sportifs et de la pratique à la fois de pratiques vertueuses pour la qualité de l'air et bien fait pour les personnes aussi. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques par rapport à ces 3 projets qui vous ont été présentés. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat. D'accord. Je ne sais pas si des personnes souhaitent prendre la parole. A priori, non. A priori, non. Alors, on enchaîne et puis c'est pareil. S'il y a d'autres questions qui arrivent entre-temps, surtout, n'hésitez pas. Voilà, je ne sais pas si de l'autre côté. Hop. Je ne sais pas s'il y a d'autres points sur des conseils plus pratiques. On a parlé des pollens, on a parlé d'air intérieur, on a parlé d'air extérieur, on a parlé de l'air dans les espaces sportifs. Voilà, si déjà il y a des choses qui vous ont surprise par rapport à tout ce qu'on a pu vous présenter durant cette heure, n'hésitez pas à même l'exprimer ou voilà, s'il y a des choses que vous connaissiez déjà aussi à nous dire. Alors moi, j'avais une remarque concernant la surveillance des établissements sportifs à l'horizon 2023. Je suis assez surpris parce que je m'attendais à n'y voir que les piscines. Alors, est-ce qu'il y a d'autres établissements couverts sportifs que les piscines qui sont concernés par cette réglementation? Et est-ce que vous avez des éléments de méthodologie d'application de cette réglementation? Alors pour moi, c'est tous les gymnases en fait. Enfin, quand je dis gymnase, c'est vraiment au sens large toutes les salles qui accueillent des pratiques sportives. Déjà, donc pas que les piscines. Public ou privé? Pour moi, c'est Oui, toutes les structures d'accueil. Donc, à vérifier parce que la réglementation, elle a tellement changé qu'il faudrait voir. Mais pour moi, c'est vraiment tout, donc public et privé. En fait, c'est une réglementation qui concerne les établissements recevant du public. Donc, ont d'abord été concernés les lieux d'accueil de la petite enfance, donc les crèches et les écoles maternelles et primaires. Donc ça, depuis 2018. À partir de janvier 2020, ça a concerné également les collèges et les lycées. Et à partir de 2023, donc d'autres types d'établissements, notamment les instituts médico-éducatifs, effectivement les piscines, les EHPAD seront concernés. Donc, dès lors qu'il y a des activités sportives aussi dans ces établissements, mais pas uniquement, mais en tout cas, ces établissements-là sont concernés par le dispositif d'évaluation de l'air, qui passe par différents moyens, l'autodiagnostic, le contrôle des moyens d'aération et de ventilation aussi, qui peut être soit fait par autodiagnostic
soit par des mesures de laboratoires agréés, enfin de prestataires agréés. Et je crois qu'il y a même un polluant en particulier si vous êtes à proximité, par exemple, d'un pressing, où là, c'est des dispositions très particulières pour intégrer, en fait, dans le panel de polluants à prendre en compte, un polluant bien spécifique lié aux activités de pressing. Donc, Airtois pourrait aussi... oui, salle de spectacle pourrait se... Alors, dans les salles de spectacle, non. De sport, oui, de sport, oui. Mais voilà, c'est un programme qui se met en place progressivement en fonction du calendrier qui est précisé par le dispositif législatif. Alors moi, de mon côté, j'ai pas d'autres remarques forcément. La seule chose qui est sûre, c'est que ce webinaire, comme les deux précédents, en fait, pour nous, ça permet de nous constituer une ressource puisque c'est enregistré et que c'est pareil, ça, on a d'ores et déjà les présentations, Estelle, on les a eu les présentations, les supports, non, pas pour tous. Pas pour le dernier. Mais voilà, tout ce qu'on peut récupérer ensuite comme support de présentation, etc. Nous, ça ne peut que nous servir dans d'autres cadres. Les supports, on les voit au travers de la vidéo, en fait. À travers les vidéos, c'est vrai que voilà, l'information est transmise. Mais c'est vraiment des contenus très complémentaires avec ce qu'on peut transmettre comme information dans d'autres cadres. Alors nous, pour la formation auprès des organisateurs de manifestations de sport de nature, mais bon, il n'y a pas que cette formation-là. Le comité olympique en dispense un certain nombre de formations. Et donc, c'est des contenus supplémentaires qui peuvent être très intéressants. Et justement, vous parliez tout à l'heure de ceux qui entraînent. Et quand on parle de pratique intensive, pour les clubs de haut niveau notamment, ça peut être intéressant aussi d'être sensibilisé à ces sujets-là, bien que je pense ils sont quand même sensibilisés de par l'hygiène de vie qu'ils doivent avoir pour vraiment les grands sportifs. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'avoir en tête, on parlait tout à l'heure des pollens, donc pour la pratique de sport à l'extérieur, de savoir où vous pratiquez. Et on parlait notamment des potentiels allergisants. Il y a différentes espèces végétales qui ont des potentiels allergisants plus importants encore. On pense au bouleau, on pense aux graminées. Et donc, si vous pratiquez dehors à proximité de ces espèces végétales, vous exposez davantage. Et si en plus dans votre groupe, vous avez des personnes qui souffrent d'allergie au pollen, voilà, vous les mettez davantage en difficulté potentiellement. Enfin, voilà. Donc tout ça, c'est important d'en avoir connaissance, de savoir le repérer aussi. Et moi, j'avais une question par rapport aux participants, c'est comment est-ce qu'on peut vous aider quand vous êtes vous-même, quand vous pratiquez ou quand vous accompagnez des groupes pour améliorer cette information, pour pouvoir vous les mettre à disposition plus facilement. Par quel biais, en fait, je vous ai montré un exemple tout à l'heure avec les posters dans les salles de sport ou dans les lieux d'accueil d'activités sportives, mais vraiment, c'est des pistes qui nous intéressent, qu'on souhaite développer. Guillaume disait tout à l'heure qu'on travaillait sur des projets sur la pratique du vélo, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir travailler sur d'autres supports, d'autres canaux d'information pour vous aider. Je ne sais pas si vous avez des idées à ce stade, si, voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire? Alors, c'est vrai que les personnes connectées aujourd'hui apporteront peut-être pas assez d'éléments de réponse là-dessus. Par contre, c'est vrai que on peut donner suite justement à cette interrogation-là. Le GDOS, par exemple, a certains supports de diffusion d'informations comme l'application Sport Ressources 62, où il communique à travers, auprès des différents comités sportifs et de leurs clubs affiliés. Donc ça peut être un bon moyen de communiquer vers la cible sportive. Ou en tout cas, la cible sportive fédérée, licenciée en club. Et pour le tout venant, pratiquant sportif lambda, pour le coup, il faut multiplier les canaux de diffusion. Hein. C'est vrai que sont difficiles à toucher tous au même endroit, quoi. J'avais une question, moi. Les affiches, elles sont disponibles faut vous contacter pour les recevoir ou parce que du coup, c'est vrai que moi, j'en ai pris connaissance en fait aujourd'hui. Je n'ai jamais vu afficher par exemple, dans des salles de sport et je me dis que ça pourrait être bien en fait
Ah bah clairement, oui, on peut la mettre à votre disposition. On peut effectivement la personnaliser aussi avec vous en fonction des messages qu'on veut faire passer. C'est un poster, mais je sais pas après s'il y a d'autres moyens. C'est ça qui est intéressant pour nous. On sait que par exemple les sportifs aujourd'hui sont avec des moyens connectés, des montres connectées parfois pour réguler l'intensité ou pour surveiller justement l'intensité de leur pratique. Est-ce que c'est des pistes à creuser ensemble? Est-ce que ça vous semble approprié ou pas? Voilà, c'est vraiment des exemples comme ça qu'on a besoin de travailler avec vous, qu'on a besoin d'expérimenter aussi pour voir comment on peut aller plus loin et être au service des sportifs, parce que c'est bien ça tout l'intérêt aussi. Là, il y a des partenariats à aller chercher avec des grosses écuries comme Strava, par exemple, des applis, des éditeurs d'applications qui ont une grosse communauté de sportifs et justement. Surtout, ça s'est vachement en fait répandu depuis la crise sanitaire aussi. Les gens ils utilisent de plus en plus en fait ce type d'outils connectés. Pour justement garder du lien, parce qu'en fait, on peut se challenger au travers de cette application sans être directement à côté de la personne. En fait, on passe par l'outil pour comparer ses temps, tout ça. Donc, c'est vrai que je pense que c'est une piste à creuser, tout ce qui est outils connectés. Effectivement, ça peut intéresser la communauté de sportifs, ouais. Très bien. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez d'autres idées, d'autres besoins aussi d'informations, des conseils pratiques, parce qu'il y en a énormément qu'on a travaillé ensemble avec l'Agence régionale de santé pour aider des personnes sensibles aussi à se repérer, savoir les conseils à mettre en place chez soi, parce qu'on peut faire aussi du sport chez soi quand on est tout seul. On l'a vu aussi pendant le confinement avec des tutos, en tout cas il y avait des pratiques individuelles. Donc chez soi, on peut aussi s'intéresser à la qualité de l'air de nos logements si on fait du sport dans les logements. À l'extérieur, j'ai parlé des pollens tout à l'heure, mais effectivement, c'est des questions. Donc tous ces conseils-là, vous les retrouvez sur le site internet d'Atmo avec vraiment des questions-réponses, une foire aux questions qui a été élaborée avec l'Agence régionale de santé pour vous apporter en fait des conseils très pratiques, à répondre à des questions très pratiques de ce que je peux faire quand on a un épisode de pollution, ce que je ne peux pas faire, quelle activité je peux maintenir ou pas. Donc, n'hésitez pas à consulter et à revenir vers nous, à nous solliciter si vous avez d'autres besoins. Ok, nous, on relayera aussi notre côté auprès de notre réseau de sportifs. Puis je pense que le webinaire, en fait, le replay du webinaire, ça peut être l'occasion pour en faire la promotion de relayer, de faire un focus, une information sur la qualité de l'air. Alors, ça peut être un article sur un site internet, sur une appli, dans un magazine dédié. On a différents partenaires qui ont tous leurs publications et on pourrait travailler là-dessus. En tout cas, on vous tient au courant et on relaye ce besoin. Avec plaisir. On pourra coécrire des choses. Aucun problème, on ne manquera pas. Pas de regret, pas de dernière question pour nos invités? A priori, il n'y a pas de questions dans le chat. Très bien. Écoutez, je vous propose de conclure, de vous souhaiter... Oui, on vous remercie pour votre intervention ce soir. Et puis, merci à vous pour l'écoute. Et puis à très bientôt. Et à bientôt, on va pouvoir conclure. Puis merci également aux personnes qui étaient présentes depuis leur écran pour nous suivre également en direct ce soir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.